D'abord, je voudrais, mes chers collègues, en ouvrant cette séance, exprimer notre solidarité, celle du département de la Côte d'Or, à toutes les victimes des inondations qui ont eu lieu récemment dans la région de Valence, en Espagne. Vous avez vu les images, elles sont saisissantes, angoissantes. Le bilan est extrêmement lourd, puisqu'on a eu pratiquement plus de 200 personnes et plusieurs dizaines, voire centaines de disparus dans un épisode climatique catastrophique. Et cet épisode nous rappelle la nécessité de s'adapter face à ce changement climatique dont les conséquences aujourd'hui s'imposent à tous et sont visibles par tous, avec des périodes de sécheresse inédites, mais aussi des périodes tempétueuses, des périodes d'inondation, avec des précipitations qui, en quelques heures, qui sont l'équivalent de précipitations enregistrées en une année. Donc vous imaginez, donc évidemment, ça veut dire qu'il faut qu'on tire les leçons de tous ces drames pour prévenir finalement des événements exceptionnels, inhabituels, et s'organiser par rapport à de telles situations. Alors c'est un sujet dont je me suis entretenu avec le ministre de l'Intérieur mardi soir. Et nous allons relancer d'ailleurs en France le Beauvau de la sécurité. Il y aura une réunion qui se tiendra pour la Bourgogne-Franche-Comté, qui aura lieu probablement à Mâcon, le 12 décembre. Et puis ça aura lieu dans toutes les régions et parallèlement au plan national avec départements de France. Nous allons travailler avec évidemment les pompiers professionnels, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers et la sécurité civile pour réinterroger notre système et puis surtout rechercher des voies de financement parce qu'évidemment, face à de tels événements, nous devons avoir des matériels, des hommes formés naturellement, cher Hubert Poulot, mais aussi des matériels adaptés et des prépositionnements de matériel que nous devons faire. Et évidemment, je l'ai dit à la Direction générale de la sécurité civile, et je le redis à tous nos pompiers, évidemment, ce sera difficile pour les départements de faire face à eux seuls, ou impossible. Il sera impossible pour les départements de faire face seuls à l'évolution, à la prise en compte de ces risques. Et donc nous devrons avoir des moyens complémentaires à rechercher. On a fait des propositions sur la taxe sur les assurances qu'on pourrait réalimenter pour faire face à ces enjeux nouveaux. Et évidemment, nous, les départements, on ne pourra pas faire plus. Je le dis, surtout dans le contexte actuel. Je le dis dès maintenant. On ne pourra pas faire plus pour le financement de nos SDIS. On est déjà au financement de plus de la moitié. Aujourd'hui, il faudra réinterroger le système de financement pour que la solidarité puisse jouer d'abord de l'État, mais aussi entre collectivités. Je le dis très simplement, les périmètres urbains contribuent insuffisamment au regard de leur mobilisation de pompiers, au financement, collectivités locales du périmètre urbain. Voilà. Donc il faudra qu'on regarde les conditions dans lesquelles le financement pourrait être assuré de manière pérenne, stable. Et puis là aussi, comme partout, les sapeurs-pompiers seront appelés à regarder réinterroger leur propre mode de fonctionnement. Tout le monde va devoir faire des efforts dans le contexte budgétaire que nous traversons. Chacun connaît les responsables, ce n'est pas les collectivités, ce n'est pas les citoyens, c'est le gouvernement qui a laissé flotter la dépense, qui l'a accélérée. Je l'ai suffisamment dénoncé du temps de Bruno Le Maire pour aujourd'hui ne pas accepter l'idée que nous soyons appelés à financer un déficit que nous n'avons pas, collectivités locales, creusé, tout simplement. Et qu'il faut que les responsables assument et que c'est d'abord à l'État de se réformer. Bon, c'est dans ce contexte-là que j'ai souhaité cette session, dans un contexte qui est très tendu financièrement, que j'ai souhaité cette session, juste avant notre débat d'orientation budgétaire, puisque le débat va se poursuivre, évidemment, le débat sur le projet de loi de finances va se poursuivre à l'Assemblée nationale et au Sénat, puisque les débats vont commencer aussi au Sénat. On est dans un contexte particulièrement difficile, vous le savez tous, et singulièrement les départements, particulièrement les départements, parce qu'on est exposé depuis des années, on est exposé à une explosion de la dépense sociale, une explosion de dépenses sociales qui nous sont imposées, ou que les événements d'ailleurs ont aggravé. Je pense notamment à la montée des précarités, mais aussi aux mesures décidées par le gouvernement sans concertation et non compensées, de renchérissement des coûts, que
que nous avons supporté. Et donc, on est dans ce contexte d'explosion de la dépense sociale. Aujourd'hui, dans tous les départements de France, nous avons une dépense sociale qui est passée de 56% de nos budgets à 70%. Les choses sont claires, donc on ne peut pas... Voilà, des efforts considérables, je reviendrai sur les chiffres. Et puis le deuxième contexte qui est inédit aussi pour les départements, c'est qu'en même temps qu'on a eu une explosion de la dépense sociale, nous avons une chute de nos recettes et nous n'avons plus de marge de manœuvre. C'est-à-dire nous n'avons plus de recours à l'impôt puisque nous avons une dotation à la place du foncier bâti. J'ai jamais demandé, pour ce qui me concerne, à ce qu'on supprime, à ce qu'on transfère le foncier bâti. Jamais. Et qu'on le remplace par des dotations. Mais aujourd'hui, ça veut dire que nous n'avons plus aucune marge de manœuvre avec des droits de mutation qui constituent une part importante de nos ressources, de l'ordre de 30%, en tout cas pour ce qui concerne la Côte d'Or. Et nous avons eu un effondrement des droits de mutation puisqu'on a perdu 35% de nos droits de mutation. En Côte d'Or, 35 millions d'euros. Donc pour faire simple, en Côte d'Or, 70 millions de dépenses en plus qui nous ont été pour l'essentiel imposées par l'État et puis par les montées des précarités, la protection de l'enfance, les MNA, le handicap, etc. Et puis dans le même temps, moins 35 millions d'euros de ressources, sans compter le gel de la DGF qui nous a été imposé, et sans aucune marge de manœuvre. Donc un différentiel de 100 millions sur un budget de l'ordre de 600 millions. Voilà. Donc la situation en est là. Et c'est dans ce contexte-là que le gouvernement nous appelle à financer, à combler un déficit pour lequel nous ne sommes absolument pas responsables. Puisque 70% de nos dépenses ne sont pas pilotables, elles ne sont pas imposées par l'État lui-même. Donc, à un moment donné, il faut poser les choses clairement sur la table. Ces 5 milliards, ce n'est pas possible. C'est d'autant plus incompréhensible pour les départements de France, pour les collectivités en général, mais pour les départements, c'est que nous allons être appelés à contribuer à hauteur de 44% de l'ensemble de l'effort demandé aux collectivités. Près de la moitié vont être assumés par les départements, alors que nous sommes la strate reconnue comme étant la plus fragile pour les raisons que je vous indiquais précédemment. Voilà la situation. Donc les chiffres que j'ai, que le ministre des collectivités territoriales ne conteste pas, même si on a discuté quelques montants, mais on va être appelé à contribuer à hauteur de 2,2 milliards, nous, départements de France, sur les 5 milliards qui sont sollicités pour les collectivités. D'ailleurs, toutes les collectivités ne seront pas impactées. Quand j'entends toutes les collectivités locales, non, ce sont celles qui ont plus de 40 millions d'euros de budget. Donc 450 collectivités. Alors, vous imaginez le choc que ça, si ces prélèvements restent dans la loi de finances. Pour le seul département de la Côte d'Or, ça veut dire que nous aurions une contribution au déficit de l'État de l'ordre de 21 millions d'euros. Autant vous dire que ce sera insupportable et que beaucoup de départements français, on estime à 80% des départements français qui vont se retrouver en grave difficulté si on rajoute dans le contexte actuel ce prélèvement demandé par l'État. Et le nôtre ne fera pas exception. On risque de se retrouver très vite en grande difficulté pour financer les politiques que nous assurons de solidarité et les politiques d'aménagement et de développement du territoire en direction du monde rural. Donc je dois rencontrer demain à nouveau, comme président du département de France, le Premier ministre pour évoquer cette situation qui avant même tout prélèvement supplémentaire, est déjà extrêmement difficile pour les départements. Donc je lui expliquerai que cet effet ciseau, il devient insupportable et en tout cas, inévitablement, je vous le dis dès maintenant, sans anticiper sur le débat d'orientation budgétaire, nous serons amenés à faire des choix. J'ai réuni les parlementaires de Côte d'Or. Je tiens à remercier les députés et sénateurs qui sont venus pour les alerter sur cette situation. Je remercie Madame la députée Catherine Hervieux, qui est conseillère départementale, qui était là. Je ne vais pas distinguer ceux qui n'étaient pas là, mais je vais distinguer ceux qui étaient là. Et chacun, je le dis, chacun des parlementaires devra assumer et prendre ses responsabilités par rapport à ce projet de loi de finances et à voter. Donc j'en appelle à l'esprit de responsabilité
des parlementaires, sénateurs et députés de Côte-d'Or et au-delà de France, j'en appelle à leur responsabilité, ils ne peuvent pas s'en exonérer pour éviter ce prélèvement insupportable. Je vous proposerai d'ailleurs de voter la résolution adoptée par Départements de France à l'unanimité, deux groupes, unanimité, qui vise effectivement à alerter le gouvernement. Mais au-delà du gouvernement, je souhaite que tous les élus locaux soient alertés. J'ai vu, Laurence Porte, puisque vous siégez au conseil d'administration, que les petites villes de France ont apporté leur soutien au département, parce que chacun sait que le département n'est pas que la collectivité des solidarités, même si c'est son premier rôle, c'est aussi la collectivité de l'accompagnement des communes, de l'accompagnement des territoires, pour lequel nous sommes très présents, notamment dans le département de la Côte d'Or. Donc moi, je souhaite que vraiment la résolution que nous allons, la motion que nous avons votée, tout le monde s'en saisisse. Tout le monde s'en saisisse, et nos partenaires également. Parce qu'évidemment, si nous ne pouvons plus faire face, nos partenaires doivent se préoccuper de cette situation devant laquelle ils vont se trouver, et tout le monde va se trouver placé. Et ce prélèvement, je le dis, il va entraîner des conséquences sur tout simplement l'accompagnement des Françaises et des Français. Les assises des départements de France, d'ailleurs, qui auront lieu à Angers les 13, 14 et 15 novembre, auront d'ailleurs un intitulé évocateur qui résume à lui seul la situation. Les départements asphyxiés, tous les Français impactés. Tous les Français impactés. C'est bien nos personnes âgées, l'enfance, les familles, le collège. Et moi, je vais poser la question, on arrête quoi comme politique? On arrête la construction et l'entretien des collèges, on arrête un certain nombre d'accompagnements pour nos aînés, on arrête un certain nombre d'accompagnements pour protéger nos enfants, alors qu'on est face à un défi de la protection de l'enfance terrible. On fait moins pour le monde rural, alors qu'il y a eu un sentiment d'abandon qui s'exprimait clairement. Qu'est-ce qu'on fait en moins? Qu'est-ce qu'on ne fait plus? On finance plus nos pompiers. Donc, pour ce qui nous concerne, je vous le dis, et ça c'est un message qui s'adresse à nos partenaires et à l'État, nous n'avons pas entendu cette crise pour nous réorganiser, pour rechercher le maximum d'efficience. Et c'est la raison d'être de cette session qui arrive à point nommé, parce que ça fait des mois et des mois qu'on pressentait bien que le quoi qu'il en coûte allait avoir un prix. Ça fait des mois et des mois qu'on voyait bien, depuis des mois et des mois, qu'on voyait bien que la situation de nos finances départementales se dégrade singulièrement. Je ne suis pas le seul à le dire. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui en douteraient à regarder les rapports de la Cour des comptes. En un an, de 2022 à 2023, la marge brute des départements a fondu de moitié. Alors pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas familiers de la comptabilité publique, la marge brute, c'est ce qui permet de rembourser les emprunts et de financer les investissements futurs. On pouvait, écoutez-moi bien, il y a quelques années, on pouvait mobiliser les deux tiers de la marge brute, c'est-à-dire de notre argent, pour faire de l'investissement. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un tiers. C'est-à-dire que si on voulait être en toute logique de rectitude comptable et de ne pas aggraver la question du déficit, on devrait faire un tiers de nos investissements. Voilà ce que ça veut dire. Donc évidemment que la situation se dégrade vitesse grand V. Donc nous-mêmes, nous avons fait des efforts depuis de longs mois. J'allais même dire un travail avec nos agents, avec l'équipe de direction, avec les cadres. Nous avons fait un travail depuis de longs mois pour se dire comment, dans ce contexte qui sera durable de restriction de nos finances publiques, nous allons nous organiser pour faire face, pour ne pas subir l'avenir, mais au contraire s'organiser avec des moyens contraints et une volonté d'être au service de nos compatriotes et d'apporter les réponses aux questions qui nous sont posées ou aux duretés des temps auxquelles nos compatriotes sont confrontés. Voilà ce que nous devons faire, ce que nous avons fait depuis des mois et des mois. Donc on a réinterrogé nos méthodes de travail. Je salue le travail qui a été fait, je le répète, par nos agents, par l'ensemble des forces vives de ce département, nos cadres, nos chefs de service, nos équipes, tous ceux qui, au-delà de leur travail, ont réinterrogé leurs pratiques, ont été invités à le faire. Nous avons regardé nos méthodes de travail pour voir comment on pouvait se préparer à un choc et puis utiliser aussi tous les moyens qui nous permettent de mieux piloter
nos politiques au plus près, c'est-à-dire d'individualiser la démarche pour répondre à chaque personne, parce que chaque personne est différente l'une de l'autre. Voilà l'enjeu devant lequel nous avons été placés et qui a fixé ce cap. Et aujourd'hui, on vous apporte une première étape qui est une étape importante. J'ai fixé, je le redis à tous, aux élus comme aux agents, 2 lignes rouges. Notre objectif, c'est de maintenir la présence territoriale. Nous n'abandonnerons pas les quartiers, nous n'abandonnerons pas les territoires, le service public départemental restera présent, on se réorganise évidemment en back-office, mais il restera présent sur le territoire. Je le redis ici, et j'appelle ça une ligne rouge, parce qu'on ne peut pas constater le sentiment d'abandon de certains quartiers et de certains territoires ruraux sur fond de violence, sur fond d'incompréhension, sur fond de colère qui s'est exprimée dans les urnes récemment, et puis considérer qu'on pourrait se retirer au motif qu'on a des difficultés. Non, nous serons au cœur des territoires parce que nous voulons rester au cœur des problématiques des Côtes d'Orient. Première ligne rouge. Deuxième ligne rouge que j'ai fixée, et je le dis à l'ensemble de nos agents, à l'ensemble de nos équipes, c'est que nos compétences en interne, nous entendons les conserver et leur permettre de s'adapter aux nouveaux défis devant lesquels nous sommes placés. C'est-à-dire, je ne suis pas un adepte d'aller chercher dans l'externalisation lorsqu'elle n'est pas nécessaire. Les compétences, nous avons besoin. Nous avons des savoir-faire dans nos équipes. Nous avons des équipes d'ingénieurs, nous avons des équipes qui entretiennent nos routes, nous avons des équipes qui sont dans tous les domaines de relations sociales, de perspectives de ressources humaines, de gestion prévisionnelle des emplois et des cadres. Dans tous les domaines, nous avons des compétences. Nous avons dans les domaines techniques, monsieur le directeur général adjoint, monsieur Barozet, nous les avons, madame Christine Barbier, dans le pôle de solidarité, où on a beaucoup travaillé aussi face aux nouvelles problématiques de gestion des problèmes de santé psychologique, d'approche de l'enfant, comme on accompagne dans un monde brutal toutes les mutations et les transformations. Catherine Ournet sait bien aussi que dans le domaine des ressources humaines, nous avons beaucoup progressé pour faire de la gestion à terme, pour rester attractif, parce que la fonction publique doit rester attractive pour des métiers nouveaux comme l'intelligence artificielle, qui sur un marché qui est très tendu pour l'emploi, parce qu'évidemment, ce sont des personnes qu'on recherche, on voit toutes les pistes aussi de gestion que nous pourrons avoir avec l'intelligence artificielle dans le domaine de la sécurité civile, où on pourra modéliser les événements climatiques exceptionnels. Donc, conserver nos compétences en interne, parce qu'on ne gardera pas une fonction publique efficiente si on ne continue pas de rester attractif sur les métiers que nous avons en interne, y compris les métiers au plus proches des habitants, ces métiers de la vie, qui ont fait beaucoup d'efforts de formation, d'adaptation aux transformations de la société, aux transformations sociétales. Et je veux remercier vraiment chacun de nos agents. Il n'y a pas de petits métiers dans le département de la Côte d'Or. Il n'y a pas de petits métiers. Nous avons tous une même grande ambition, qui est une nécessité absolue, c'est d'être au service de nos compatriotes dans une période de tempête. Voilà. Il n'y a pas de petits métiers ici. Donc, avec Xavier Barrois, avec David Percheron aujourd'hui, et je tiens vraiment à rendre hommage à Xavier, c'est dommage, il n'a pas pu être là, mais il prépare une étape suivante de sa carrière qui sera un poste important. Donc voilà, et avec David Percheron aujourd'hui, que je tiens à remercier, c'est une vraie compétence, je vous ai déjà dit son expérience, il est le témoin que lorsqu'on est dynamique, on peut recruter des compétences, venues parfois de l'État aussi, la preuve, des compétences qui sont mises à disposition de notre ambition départementale. Quand je parle d'ambition, c'est de servir d'abord. Que chacun se sente soutenu dans la difficulté. Voilà notre belle ambition. Donc on a poursuivi le travail avec David Percheron, avec l'équipe qui est derrière moi, pour rechercher une meilleure organisation fonctionnelle, par pôle, c'est-à-dire, voilà, on a des nouvelles relations de travail, il y a du télétravail, mais il y a aussi de l'esprit d'équipe qu'il faut préserver. Et donc on a travaillé une organisation fonctionnelle par pôle de compétences aussi. Je vous parlais des compétences, avoir des pôles de compétences, notamment dans les ressources financières, dans la gestion de la dette, dans la gestion de l'emprunt, etc. Nous avons une équipe extrêmement performante qui nous a permis de faire des dizaines de millions d'euros d'économies, je pèse mes mots,
Et nous avons, en fait, qu'est-ce que nous avons voulu faire? C'est pour ça que j'insiste sur ce point aujourd'hui, parce que tout le monde, tous nos partenaires devront faire le même effort de recherche d'efficience dans leur propre service pour qu'on se consacre à l'essentiel, c'est-à-dire le service à nos compatriotes. Donc on a travaillé pour se préparer à un futur qui est devant nous aujourd'hui et qui restera durablement tendu. Parce que si on ne veut pas avoir à subir l'avenir, eh bien, il faut se préparer pour soi-même forger un autre destin, nous-mêmes forger un autre destin. Je veux aussi souligner devant vous tous la qualité du dialogue social. Il n'ignore pas que les agents publics de la fonction publique territoriale, nos agents, ont été confrontés, comme beaucoup de Français, évidemment, à la dureté des temps, à l'inflation. On est dans une période où l'inflation se ralentit et maintenant on craint le risque d'une déflation, ce qui serait préoccupant. Il nous faut de la croissance. En tout cas, l'inflation s'est nettement ralentie. Les perspectives pour l'an prochain seront bonnes. Je n'ignore pas la question de l'évolution des carrières. En tout cas, on va remettre en chantier toutes ces questions avec un nouvel élan sur le RIFSEP. Mais je veux vous dire vraiment que je veux saluer l'esprit de responsabilité de nos agents. Parce qu'ils savent, nous savons tous, que le pire, quand on a des difficultés, ce serait de ne rien faire. Et de se dire, on verra demain. Le lendemain devient beaucoup plus dur si on ne se prépare pas à faire face au jour et à la dureté des temps du jour. Voilà, on est arrivé à une étape importante de cette réorganisation, de l'adaptation de nos services. Donc je vais vous présenter la nouvelle organisation. Vous verrez d'abord que nous avons un objectif que je voudrais faire partager par l'ensemble des collectivités et en tout cas par l'ensemble des départements. Premier objectif, c'est qu'on utilise et on mobilise tous les moyens du numérique dans la gestion, dans le pilotage de nos politiques publiques, notamment les moyens de la donnée, de la data, les moyens d'intelligence artificielle, dans tous les domaines, que ce soit pour nos infrastructures. J'ai parlé de la sécurité civile, on pourra modéliser, on pourra le faire sur nos routes, dans la gestion bâtimentaire, on pourra le faire dans la gestion de nos fluides, enfin, pour avoir un suivi extrêmement précis et être extrêmement précis dans tous les investissements que ce sera à faire dans beaucoup de bâtiments. Nous avons des collèges, nous avons des centres solidarité, nous avons des centres routiers. Nous sommes engagés aux côtés du SDIS pour le financement aussi de centres de secours. Donc on a beaucoup de bâtimentaires. Et donc il faut qu'on optimise les investissements et l'entretien de nos bâtiments pour en tout cas assurer un entretien qui soit le plus adapté et face aux coûts énergétiques. Donc j'ai chargé le directeur adjoint du pôle ressources accompagnement des transformations, Stéphane Loureiro, je ne sais pas s'il est là. Vous pouvez vous lever comme ça on vous verra. Voilà, je l'ai chargé de piloter les projets de maîtrise de la donnée avec une équipe dont il s'entourera aux côtés de notre directeur général. Et dans le même esprit, on a souhaité la création d'une nouvelle direction qui est le regroupement de plusieurs pôles, enfin secteurs, une direction du numérique et de l'intelligence artificielle qui assurera donc dans le même pôle, sous la même direction, et ce sera Florence Cardot qui aura cette direction, qui assurera le suivi des infrastructures de très haut débit, ce qu'on appelait auparavant la mission d'aménagement numérique. Évidemment, elle travaillera en lien étroit avec Olivier Barozet, mais ce même pôle, donc cette direction, le suivi des infrastructures très haut débit. On est propriétaire de fibres, et donc il va falloir entretenir tout cela. La gestion de nos réseaux informatiques, vous savez qu'on a aussi un réseau propre, notamment entre tous les collèges, les pôles hospitaliers, etc., sur des enjeux stratégiques où nous sommes propriétaires de la fibre très haut niveau, et c'est nous qui l'avons installée. Nous avons évidemment toute la question de nos propres réseaux, cette fois de notre modernisation par rapport à l'outil numérique. Les questions de cybersécurité. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, nous avons plusieurs départements qui ont été attaqués. Et donc, les conséquences sont extrêmement lourdes. Je me souviens, c'était en Seine-et-Marne, je crois, que pendant 1 mois et demi,
tous les services étaient en rideau. Alors vous voyez, toutes les prestations qu'on doit servir, tous les services étaient en rideau. Donc il faut vraiment qu'on soit très vigilant sur les questions de cybersécurité. On travaille beaucoup avec l'ANSSI, les services de l'État, sur ces sujets. Il y a aussi, on mettra dans cette même direction la lutte contre l'électronisme, c'est-à-dire tout ce qui concerne les usages. On travaille bien avec les EPCI sur l'accompagnement des personnes qui sont éloignées de l'usage du numérique à un temps où c'est la dématérialisation. Et donc il faut veiller à ce qu'on n'ait pas de nouvelles fractures, cette fois humaines, par rapport à l'accès à l'information, et puis à l'information et aux services. Et puis nous allons aussi avoir une unité qui sera dédiée à de l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, ces nouveaux moyens, on entend les mettre avec la mission conseil assistance que préside Guillaume Ruet, on entend les mettre au service de nos communes pour avoir des outils à la prise de décision. On pourra aller très loin, hein. Demain, on pourra imaginer des jumeaux numériques, regarder l'emplacement dans lequel on veut organiser les travaux. On pourra aller très très loin grâce à l'intelligence artificielle. On entend mettre ce service au niveau des communes. Pour faire simple, notre objectif, c'est d'avoir un cloud départemental souverain pour maîtriser la donnée et ses usages. Et puis la deuxième chose, c'est que dès juin 2025, on va installer un data center, c'est-à-dire la machinerie. Hein. Chacun sait maintenant ce que c'est qu'un data center à Beaune, où nous disposons d'un espace qui existe déjà et de moyens pour sécuriser les grandes quantités de données que nous disposons. Évidemment, on travaille dans le respect de la préservation des libertés. On travaille beaucoup avec la CNIL qui nous accompagne aussi pour préserver les libertés individuelles dans cette maîtrise de la donnée, dans cette connaissance de la donnée. Donc on souhaite avoir notre propre centre de données. On aura notre centre de données pour assurer, sécuriser, et pour en assurer aussi et sécuriser le contrôle. Ça, c'est le premier point. D'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure, on vous montrera un exemple de ces usages aux archives départementales, où grâce à l'intelligence artificielle, ça permet de numériser des dizaines de milliers de pages, notamment du XVIIIe siècle. On peut décrypter immédiatement la lecture, ce qui permettra d'avoir un service mis à disposition des habitants. Et c'est dans la culture, vous voyez, ça touchera tous les domaines. On vous le montrera tout à l'heure. L'autre nouveauté, ça c'est la plus grande nouveauté, c'est de se projeter avec les outils du futur et de les doter en interne, parce qu'évidemment, nous avons la donnée, mais ce qui coûte, et la valeur, elle est faite sur l'exploitation de la donnée. Qui a regardé les succès des Google, GAFA et tout ce qu'on appelle les GAFA, c'est l'utilisation de la donnée qui fait de la valeur. Donc il faut que nous soyons en capacité d'utiliser la donnée. J'espère que c'est clair, en tout cas c'est clair dans mon esprit. J'essaie de vous le formuler aussi clairement que ça. Ça, c'est le premier point. Donc, organisation d'un pôle fonctionnel pour qu'on ait de nouveaux outils de pilotage. Deuxième point, c'est le regroupement de la gestion de l'ensemble de notre patrimoine, avec une singularité, évidemment, un interlocuteur qui restera dans les collèges, mais de regrouper tout l'ensemble. C'est-à-dire qu'on ait une vision périphérique de tous nos bâtiments pour prioriser, dans des centres qui vont être difficiles, les interventions, notamment pour les économies d'énergie, essentiellement, mais aussi pour prioriser sur les besoins en ayant des données objectivées sur on intervient dans tel endroit, on interviendra ensuite dans tel autre. Donc il faut qu'on l'objective, on aura une grande direction du patrimoine immobilier et de nos collèges en une seule et même direction du patrimoine. Et là aussi, ce sera rattaché au pôle ressources et accompagnement des transformations. Évidemment, une nouvelle organisation, nous avons cherché aussi je vous l'ai dit, à faire coïncider bien-être au travail, esprit d'équipe et aussi capacité à télétravailler pour tous ceux qui le peuvent et qui le veulent. Et la nouvelle organisation s'accompagnera d'une réorganisation spatiale. Alors ce que je dis ne concerne que les services centraux, hein, c'est-à-dire nous avons des services centraux, tous les services de management qui sont sur 8 sites, sur Dijon, ce qui présente des difficultés d'organisation et des déplacements. Donc nous allons réorganiser spatialement ces services, qui permettra de regrouper chaque pôle dans un espace bâtimentaire bien identifié. Vous savez qu'on a entrepris la construction qui se terminera en 2026, en tout cas j'espère, pour l'installation du campus territorial Osmose, c'est-à-dire c'est un bâtiment dont je vous ai déjà présenté les contours
qui est en construction, qui avance bien. Je vous invite à aller le voir. Il accueillera donc boulevard Jean Veillet, c'est toute une symbolique, parce que Jean Veillet était président du Conseil général de la Côte d'Or. Boulevard Jean Veillet, il accueillera le pôle ressources et accompagnement des transformations de Florence Cardot et le pôle que dirige Olivier Barrozet, attractivité et développement durable des territoires. Osmose accueillera 400 agents qui étaient répartis sur plusieurs endroits. C'est un bâtiment attractif, moderne, exemplaire sur le plan environnemental. On consommera 30% moins d'énergie par rapport à ce que nous consommons aujourd'hui. C'est une construction qui tient compte des nouvelles avancées technologiques. Et ça sera 30% d'énergie en moins que la cité Jean Bouet, qu'on a vocation à remettre sur le marché, c'est-à-dire à céder à vendre, pour faire simple. Cette opération simplement de transfert des personnes permettra d'économiser rien qu'en énergie 100 000 € par an. L'ensemble du pôle solidarité et la direction des ressources humaines restera à Tissot. On réaménagera le site pour offrir les mêmes services de qualité de vie au travail qu'à Osmose, ça j'y tiens beaucoup. Et puis, ce qui permettra aussi d'installer les ressources humaines. Nous louons des locaux où sont installés les services des ressources humaines, donc ça permettra d'économiser de l'ordre de 300 000 € par an sur le loyer des locaux, qui sont situés avenue de Marbotte. Voilà pour l'essentiel. Je tiens à préciser que nous conserverons à Dijon, dans la métropole comme dans tout le département de la Côte d'Or, nos espaces de solidarité, nos centres routiers, je l'ai déjà indiqué, c'est extrêmement clair. Les services de Côte d'Or Attractivité, là aussi, rejoindront les locaux de la direction de la communication rue de la Préfecture, enfin boulevard de la Trémouille et rue de la Préfecture, le bâtiment qui est situé là. Et puis, comme je vous l'ai annoncé lors de la précédente session, Direction générale des services, présidence, cabinet, etc., seront regroupés au bâtiment du 40 de la rue de la Préfecture, grâce à la finalisation de l'achat du rez-de-chaussée. Donc on aura comme ça une cohérence de bâtiment qui nous permettra aussi d'optimiser la dépense et de la maîtriser. Le 53 bis, juste à côté, là où nous sommes, il y a des bâtiments qui vont être mis à disposition des élus et des associations. Manque de salles de réunion. Nous n'avons pas de salle ici de visioconférence voilà. On doit vite se doter de ces outils. Et donc, on aura l'occasion de revenir ensuite dans notre débat d'orientation budgétaire sur les choix que nous serons amenés à faire, cette fois sur nos politiques. Mais d'ores et déjà, je vous l'ai dit, on priorisera les dépenses. On sera amené à en réviser d'autres, en mesurer l'efficacité et l'efficience. Et l'organisation actuelle nous permettra de mieux maîtriser, de mieux regarder l'efficacité de nos politiques. Et puis, nous continuerons nos efforts pour que nos aides sociales aillent bien à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire pour les individualiser, parce qu'on ne laissera pas tomber ceux qui sont au bord du chemin dans cette situation difficile. Au contraire, on adaptera à chacun. Donc, je vous le dis, les efforts, nous les avons faits pour rechercher le maximum de marge de manœuvre pour rester aux côtés des plus fragiles et des territoires. J'inviterai chacun à faire le même travail dans tous ceux de nos partenaires pour regarder les conditions dans lesquelles on peut optimiser nos charges pour se consacrer à l'essentiel, qui est celui des solidarités humaines en direction des plus fragiles. Quand je dis en direction des plus fragiles, on va aussi continuer à travailler avec des partenaires pour bien s'assurer que les aides aillent à ceux qui en ont le plus besoin, qui ont droit naturellement, mais à ceux qui en ont le plus besoin. Dans cet esprit, on a travaillé aussi pour établir les conditions de patrimoine et de revenus. On a travaillé avec la Direction générale des finances publiques et on va pouvoir échanger les données pour fiabiliser la bonne connaissance de la situation dans le respect des libertés locales naturellement, mais pour avoir une bonne connaissance de la situation des personnes qui sollicitent l'aide du département, que ce soit pour l'APA, que ce soit pour, et j'espère, une extension très rapide pour tous les domaines RSA. Et donc nous aurons aujourd'hui même une délibération à prendre pour permettre l'échange d'informations et s'assurer bien que l'argent public va bien à ceux qui en ont le plus besoin. Hein. C'est une exigence sociale que de s'assurer que le droit est juste, c'est-à-dire qu'il va à ceux
qui en ont effectivement besoin et qui sont clairement identifiés comme tels. Voilà, je le dis clairement, tous nos partenaires et tous ceux qui travaillent avec nous devront s'engager dans le contexte actuel le même travail de réinterrogation de leurs propres pratiques. Pour ce qui nous concerne, je n'ai pas l'intention de jouer, je le redirai dans le débat d'orientation budgétaire, la béquille de l'État, c'est-à-dire qu'on vienne chercher le département pour faire face aux défaillances de l'État. Ça vaudra aussi pour nos services sociaux. Et je le dis dès maintenant, l'ARS, les ministères des Solidarités devra assumer lui-même ses propres responsabilités sans se défausser. Je répète la phrase, je n'ai pas l'intention de voir le département jouer la béquille de l'État. Nous assumerons nos missions, pleinement nos missions, toutes nos missions, je le redis, et on peut nous faire confiance sur les choix que nous serons amenés à faire. Ils seront courageux, mais en même temps resteront engagés. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, avant notre débat d'orientation budgétaire, en espérant que d'ici là, nous pourrons avoir un peu plus de moyens financiers pour assumer nos missions fondamentales, parce que c'est nécessaire si on veut continuer de travailler à la cohésion sociale et territoriale. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, dans le cadre compliqué que nous avons, voilà, et notre volonté de préparer l'avenir, activement. Voilà, mes chers collègues,